ouvre ce 21-23 avec cette première page consacrée à ce qui va se passer à Washington dans les heures qui viennent. La priorité absolue du président est de mettre fin à la guerre à Gaza et de permettre le retour de tous les otages. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche. Alors, on va en discuter. Trump, Netanyahou, meilleurs alliés au monde, mais finalement, lequel des deux force un peu la main de l'autre? Pour en parler avec nous, Michel Taubman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste franco-israélien, spécialiste du Proche-Orient pour la revue politique internationale et fondateur du groupe de dialogue judéo-arabe Shalom Salam. Et à vos côtés, Patrick Martin-Genier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions internationales, enseignant à Sciences Po et auteur de L'Europe a-t-elle un avenir aux éditions Studirama. Et puis nous serons également en visio avec Olivier Weber. Vous êtes écrivain, voyageur, grand reporter. Vous avez à de très nombreuses reprises été dans cette région, notamment sur le Moyen-Orient. Vous êtes ancien diplomate, encore une fois fin connaisseur du Moyen-Orient, et vous avez écrit un livre, Ma vie avec Gérard de Nerval aux éditions Gallimard, qui là encore évoque le Moyen-Orient. Tout de suite, je vais vous emmener tous les trois à nouveau sur le terrain. Regardez un extrait de reportage de notre correspondant à Jérusalem et à Tel Aviv, Arnaud Miguet, qui avec son équipe a réalisé ce reportage saisissant et poignant sur la situation des enfants malnutris à Gaza. C'est ce qui se joue en ce moment et c'est leur avenir qui va se jouer aussi en partie à Washington dans quelques heures. On regarde l'extrait de ce reportage et on en parle juste après. Dans cet hôpital, jour après jour, le service de pédiatrie est submergé. Des dizaines de mamans avec leurs bébés souffrant de malnutrition. À cause de cette guerre, l'état de santé des enfants est inquiétant et leur alimentation est désastreuse. Cela menace la vie de beaucoup d'enfants. Selon l'UNICEF, en janvier, 2300 enfants de moins de 5 ans ont été traités pour malnutrition aiguë. En mai, c'était 5119, plus du double. Aujourd'hui, Amal vient dans cet hôpital de Gaza dans l'espoir de sauver sa petite fille de 3 mois. Rafi a besoin de suppléments nutritionnels et de lait en poudre, car sa croissance s'est arrêtée. Quand ma petite fille est née, elle pesait 1,9 kg. Et maintenant, elle ne pèse plus qu'1,8 kg. Et elle continue de perdre du poids. Je lui donne le sein, mais ça ne sert à rien. Car les carences nutritionnelles sont énormes chez les femmes enceintes. Et les calories ou nutriments largement insuffisants pour allaiter les nouveau-nés, comme la petite Rafif. Les nourrissons ont besoin d'une boîte de lait en poudre tous les 3 à 4 jours. Mais en réalité, on ne peut pas subvenir à leurs besoins. Ils n'ont qu'une boîte de lait seulement tous les 20 jours. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 112 enfants sont admis à l'hôpital chaque jour à Gaza pour malnutrition. Depuis 4 mois, 57 enfants sont morts de famine. Michel Taubman, vous êtes franco-israélien, vous êtes engagé en faveur de la paix. Quand vous voyez ces images, les images de ces tout petits corps complètement décharnés, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors écoutez, si vous voulez simplement mon sentiment, je vais finir par mon sentiment, mais je vais d'abord vous donner une analyse. Je reviens d'Israël, j'ai vécu cette guerre donc, de 12 jours, durant laquelle nous avons subi les bombardements iraniens, avec des bombes à fragmentation. Il aurait pu y avoir des milliers de morts en Israël, il y en a une trentaine, tout simplement parce qu'en Israël, les civils sont protégés, il y a dans chaque maison des abris. Malheureusement, pour les Palestiniens, il y a des souterrains dans lesquels la population civile n'est jamais cachée. Ce sont les dirigeants du Hamas qui se cachent. Je pense qu'il faut rappeler les choses. Mais une fois qu'on a dit ça, la réalité, elle est là. Elle est qu'il y a des enfants qui meurent, il y a une situation de sous-alimentation, de presque famine, il y a des problèmes d'aide humanitaire qui n'arrivent pas, etc. Et donc, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse pour les Palestiniens. Hein. Il faut que leur calvaire... Il y a des dizaines de morts chaque jour dans une guerre qui, pour les Israéliens, n'est plus justifiée. Pour la majorité des Israéliens, cette guerre n'est plus justifiée militairement, puisque même s'il y a toujours des gens qui combattent l'armée israélienne, les armes à la main, le Hamas en tant qu'armée, l'armée du Hamas a été détruite, déstructurée, donc cette guerre n'est plus justifiée. Il faut que ça cesse pour les Palestiniens et il faut que ça cesse pour les otages israéliens. Patrick Martin-Genier, juste pour revenir sur ces images, et puis on va avancer après dans le développement diplomatique, mais on a vu ces dernières semaines, il y a beaucoup cette histoire de cette bataille de la faim, avec notamment beaucoup de Palestiniens qui meurent autour des centres de distribution. C'est ça, c'est aussi une bataille autour de la nourriture. Oui, bien sûr. Elle est
conscientisée, j'allais dire, elle est organisée par Israël ou c'est un effet Écoutez, la situation est extrêmement confuse. On le sait très bien que le Hamas a détourné aussi de l'aide alimentaire. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je pense qu'à la Maison-Blanche, ça va être en discussion, je le lisais dans la presse israélienne encore aujourd'hui, qu'il était question de créer des zones humanitaires de transit où finalement ce seraient des organisations humanitaires peut-être américaines, voire européennes, qui pourraient arriver sur place pour distribuer de l'alimentation. On voyait le lait en poudre. Ces photos sont insupportables. Je suis d'accord, oui. Le Hamas, aujourd'hui, est une organisation pratiquement détruite, cela a été dit. Ils ont perdu le contrôle de 80% du territoire. C'est peut-être aujourd'hui une opportunité pour Donald Trump de dire « Allez, il faut y aller », que des organisations humanitaires américaines, l'Europe, l'Union européenne doit être présente. On a suffisamment dit que l'Europe était complètement absente. Je pense qu'aujourd'hui, elle a un rôle humanitaire à jouer pour acheminer du lait en poudre, de la nourriture, notamment pour les enfants qui ne doivent plus mourir de faim. Mais on voit que, c'est ce que vous disiez, Michel, on voit que le Hamas est toujours là. Oui, il contrôle toujours ces tunnels, sûr. même après toutes ces années de guerre. Le Hamas a encore des réserves. Le Hamas gouvernait cet État. L'autorité palestinienne était complètement absente. Il gouvernait. C'est lui qui gérait. Il gérait tout. Les écoles, les hôpitaux, les centres sociaux. Et ils ont eu le temps pendant toutes ces années. Ils ont d'ailleurs refusé des tentatives de paix, de cacher dans leur souterrain toute une série d'armements. Ils ont été payés par des pays arabes. Donc c'est une organisation terroriste qui a géré Gaza jusqu'à présent. Sa hiérarchie militaire est décapitée, elle est entièrement détruite pratiquement. Il y a naturellement encore des gens qui sont dans le Hamas, mais je crois qu'aujourd'hui la population de Gaza en a assez. Je disais qu'il y avait des ferments de guerre civile, les gens en ont assez du Hamas, ils veulent qu'on passe à autre chose. Et je crois qu'aujourd'hui le Premier ministre israélien qui se rend à Washington, il y a là une possibilité formidable, d'une part, d'exiger la libération sans condition de l'ensemble des otages. Ça, c'est le premier point très important. Mais en contrepartie, d'accepter que l'aide humanitaire puisse s'acheminer donc à Gaza. Olivier Weber, vous êtes en visio avec nous. Vous avez connu beaucoup d'endroits traumatisés dans le monde. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui à Gaza ? Est-ce que vous croyez à peut-être un cessez-le-feu qui pourrait venir de Washington ce soir ? Oui, c'est ce que veut Trump en tout cas, parce qu'il a besoin d'une paix. On sait très bien qu'il s'est fait forcer la main par Netanyahou pour l'intervention donc avec les fameuses bombes GBU 57 en Iran. Et donc Trump n'est pas très content. Il sait très bien aussi qu'en Ukraine, ça devient compliqué que de parler de cessez-le-feu avec Poutine. Il a dit lui-même il y a quelques jours lors de l'entretien téléphonique avec le numéro 1 du Kremlin. Donc Trump a besoin d'une paix. Et c'est le moment effectivement, je dirais presque idoine, grosso modo, pour obtenir la libération, sinon totale, en tout cas partielle des otages. Il en reste de sources israéliennes, enfin, c'est Tsahal qui le décrit ainsi, 49 otages, dont 22 encore vivants, donc c'est-à-dire au moins 27 qui sont décédés. Et Trump a besoin donc d'un cessez-le-feu, c'est tout à fait possible. Alors après, de quel pays il s'agit ? Est-ce que c'est un cessez-le-feu durable ? Est-ce que c'est une trêve qui peut être négociée avec le Hamas ? Israël est mécontent du fait que le Hamas, depuis samedi, a rajouté donc à Doha, au Qatar, dans ses négociations indirectes avec les intermédiaires qatariens et bien sûr égyptiens, des conditions donc pour la négociation et la libération de ces otages contre, entre autres, la libération de prisonniers palestiniens en Israël. Mais c'est vrai, en même temps, on voit bien que sur le terrain humanitaire, c'est une situation qui est dégradée. Et je ne vois pas pourquoi 2,3 millions de Gazaouis supporteraient en fait toutes ces avanies, alors que le Hamas est pratiquement décapité, même si le Hamas n'aura jamais totalement disparu de Gaza, parce que évidemment c'est intriqué totalement dans la population, même si le territoire est très petit, 400 km², on le parcourt en une demi-heure de voiture ou un peu plus. Et donc voilà, donc il y a ce ferment humanitaire et c'est scandaleux évidemment de voir que ce calvaire des Palestiniens continue, les femmes et les enfants. Donc on parle de 60 000 morts et la presse israélienne commence aussi à parler de au moins 50 000 morts. Donc c'est un chiffre qui est en tout cas partiellement validé par la presse israélienne, c'est pas inintéressant. Et donc, bien sûr, la population gazaoui fait les frais de cette mise en équation entre Israël et le Hamas. Ce n'est pas ça du tout, en fait, dont il s'agit. Il y a aussi la survie politique et judiciaire de Netanyahou, qui, je le rappelle, fait face à des procès depuis 2020, au moins pour les affaires de corruption et d'abus de pouvoir. Et donc, il sait très bien que la justice israélienne le poursuivra, quoi qu'il se passe, surtout s'il y a une démission, en tout cas une dissolution de ce gouvernement. Alors, vous restez tous les trois
avec nous. Justement, on va voir ce qui se joue, ce qui va se jouer dans quelques heures à Washington. On va justement traverser l'Atlantique, retrouver notre correspondant Franck Genozo à Washington. Bonsoir Franck, vous allez suivre cette rencontre entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou. Est-ce que tout simplement Donald Trump, fidèle à sa posture, veut un deal ce soir ? Alors c'est exactement ce qu'il veut obtenir et fidèle à sa tradition au cours des derniers mois, la Maison-Blanche a tout à l'heure fait monter la pression avant ce rendez-vous en rappelant que pour Donald Trump, eh bien, c'était un rendez-vous crucial et qu'il faisait de ce dossier, je cite, une absolue priorité. Ce sont les mots de la porte-parole de la Maison-Blanche, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui aura face à lui un président américain particulièrement déterminé à obtenir cette fois-ci un cessez-le-feu. Et Donald Trump aura endossé en quelque sorte son costume de négociateur en chef. Il veut un deal, il veut un accord et il veut même, Loïc, si je puis dire, un retour sur investissement puisqu'il y a 15 jours, l'Amérique a décidé de faire bombarder le programme nucléaire iranien à la demande des Israéliens. Eh bien, cette fois-ci, c'est l'Amérique en la personne de Donald Trump qui demandera aux Israéliens un pas en direction de la paix à Gaza. Il veut absolument que Benyamin Netanyahou, cette fois-ci, s'engage à aller dans cette direction. Donald Trump qui est obsédé par l'idée d'apparaître sur la scène internationale comme un faiseur de paix, quelqu'un qui résout les conflits, notamment par la coopération économique. Et il est, Donald Trump, à l'arrêt dans un autre grand dossier international. On le sait, il fait face à l'inflexible Vladimir Poutine et les négociations patinent dans le dossier de la guerre en Ukraine. Alors il met toute son énergie actuellement au profit de ce plan de paix au Moyen-Orient qui paraît davantage réalisable sous quelques semaines. Il avait la résolution du conflit et la libération des otages en tête dès sa campagne présidentielle. Il en avait fait un argument de campagne, il en avait fait une promesse qu'il doit désormais tenir. Pourtant, si les deux hommes, Benyamin Netanyahou et Donald Trump, partagent bien quelque chose, c'est en quelque sorte le manque de vision à long terme pour Gaza. Bien sûr, Donald Trump, vous vous en rappelez peut-être, au mois de février, avait évoqué ce projet assez étonnant pour le moins de Riviera gazaoui qui se développerait pour l'immobilier et notamment pour le tourisme. Il en a très peu reparlé depuis. La preuve peut-être que c'était une forme de pression en direction à la fois du Hamas et peut-être aussi des Israéliens. Mais dans les coulisses de la diplomatie ici à Washington, ce qui se dit, c'est qu'on évoque davantage l'idée à terme, une fois que la paix aura été obtenue, de déléguer ce dossier palestinien, de déléguer la gestion de la bande de Gaza aux grands alliés de l'Amérique dans la région, notamment le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui ont, eux, les moyens économiques de sécuriser et de développer la bande de Gaza. Merci beaucoup Franck Genozo, notre correspondant à Washington. Alors question toute simple à Michel, Patrick et puis on ira voir Olivier Weber tout à l'heure. Est-ce que Donald Trump peut forcer la main de Benyamin Netanyahou ? Écoutez, en tout cas il le veut. Je pense que quand même avec Netanyahou peut difficilement lui refuser ça parce que Netanyahou a quand même tordu le bras de Trump en attaquant l'Iran. Je pense que le deal qui a été fait entre eux, c'est que Trump est venu au secours d'Israël parce que la situation était difficile pour frapper les bases, les sites nucléaires avec les bombes américaines, ce qui a permis quand même de trouver une issue militaire assez rapide et qu'en échange, il faut bien que Netanyahou lâche ça. Alors du point de vue de la politique extérieure, du point de vue des intérêts d'Israël, la situation sécuritaire aujourd'hui d'Israël est meilleure que le 6 octobre, qu'avant le 7 octobre. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'axe de la résistance, l'axe d'hostilité à Israël, l'axe ou l'arc chiite, le Hezbollah, voilà, tout ça est profondément affaibli. Même si ce n'est pas directement Israël qui l'a fait, Bachar al-Assad n'existe plus, n'est plus politiquement au pouvoir, n'est plus au pouvoir. L'Iran est affaibli, le régime en a pris un coup. Le Hezbollah est affaibli et le Hamas ne dirige plus Gaza. Donc la situation globale sécuritaire... Même le Yémen avec les Houthis. Voilà. Donc la situation sécuritaire d'Israël est bien meilleure qu'elle l'était avant le 7 octobre. Donc de ce point de vue-là, la guerre contre le Hamas, qui est devenue une guerre contre la population palestinienne, n'est plus justifiée. La majorité des Israéliens qui soutenaient dans leur immense majorité, la guerre contre l'Iran qui est justifiée pour les Israéliens parce que c'est une guerre contre un pays puissant c'est un régime qui depuis 46 ans veut détruire Israël et voulait s'en donner les moyens. Il veut toujours s'en donner les moyens à travers l'arme nucléaire. Cette guerre est
était justifié pour 95% israéliens. Par contre, le maintien de la guerre à Gaza et la reprise des combats à partir du 20 mars, la rupture de la trêve n'est absolument pas acceptée par la majorité israélienne. Il y a ceux qui manifestent, il y a les sondages, et symboliquement, il y a deux choses qui sont symboliquement intéressantes. C'est les Israéliens très minoritaires qui manifestent ce samedi soir avec des photos d'enfants gazaouis en montrant leur compassion pour les enfants gazaouis. Mais aujourd'hui, à Gaza, quelques Palestiniens qui manifestent avec les photos des enfants Bibas. Vous savez, ces enfants, ce bébé notamment israélien, et qui disent « rien ne justifie qu'on tue des enfants ». Et je pense que, comme l'a dit Naftali Bennett, un des chefs de l'opposition, et probable successeur, peut-être successeur de Netanyahou, il a dit maintenant il faut arrêter la guerre et laissez-nous après, laissez-nous éradiquer le Hamas, mais ça veut dire par des moyens politiques et d'autres moyens, mais penser que militairement on va éradiquer le Hamas ou qu'on va libérer les otages, je pense que c'est une illusion. Et d'ailleurs, aucun otage, à ma connaissance, n'a été libéré par la force militaire. Seules les négociations permettent de libérer des otages. Optimisme très prudent, ou vous pensez qu'il va quand même se passer quelque chose? Il peut se passer quelque chose à Washington dans les heures qui viennent. Naftali Bennett, mais aussi l'autre dirigeant hier, Lapid, qui a dit que cette guerre à Gaza n'avait plus de sens. Donc on voit aussi qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou a gagné cette guerre. Il voulait montrer qu'il l'avait gagnée. En aucun cas, il voulait que le Hamas puisse se prévaloir d'une victoire. Le Hamas est aplati, il est vaincu. Il n'y a plus, à court terme, heureusement, de menaces existentielles pour Israël. Vous l'avez dit, l'Iran est affaibli, le Hezbollah est diminué. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des circonstances qui font qu'aujourd'hui, oui, il peut y avoir une percée très importante à la Maison-Blanche. Vous l'avez dit, Donald Trump va apparaître comme un faiseur de paix, un faiseur de deal, comme on dit. Il veut même le prix Nobel de la paix. Non mais ça, il veut le prix Nobel, mais il faudra qu'il en fasse un peu plus quand même, parce que même si le Pakistan l'a Obama l'a bien eu. Obama l'a bien eu, mais s'il est vrai qu'il parvient à ses fins, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de menaces existentielles sur Israël, et à court terme, force est de constater qu'il n'y en a plus, même s'il y a toujours des menaces, eh bien, on voit aujourd'hui qu'il pourrait être prêt à sacrifier, vous savez, comme sur un jeu d'échecs, un pion qui serait en quelque sorte Gaza, on vient de le dire, pour laisser ce territoire être géré par d'autres puissances, certainement pas d'ailleurs l'autorité palestinienne. Mahmoud Abbas est lui-même complètement dépassé, ce n'est plus une structure transparente, il n'y a pas eu d'élection au Conseil législatif palestinien, donc si d'autres États peuvent le faire, je pense que compte tenu du fait qu'il peut se prévaloir d'une victoire militaire, il va aussi se prévaloir d'une victoire politique, car il y aura naturellement des élections en Israël prochainement, eh bien je crois qu'il peut y avoir aujourd'hui une percée à la Maison-Blanche. Olivier Weber, sur ce que disait Patrick Martin-Genier, alors on imagine bien quel pourrait être l'avenir de Gaza, on imagine bien que là ce qui va se jouer à Washington c'est peut-être un cessez-le-feu, une paix très temporaire, mais quid de l'avenir de Gaza, de ces 2 millions de Palestiniens dont on parlait, qui ne sont voulus par personne, personne ne les aide, ni l'Égypte, ni beaucoup d'autres pays arabes autour. Vous qui connaissez bien la région, est-ce qu'il y a un plan à long terme ? Oui, alors le seul plan à long terme qui puisse exister, c'est une sorte de garantie donnée par les États-Unis pour une reconstruction, avec l'aide bien sûr des pays environnants, des pays arabes. Vous le disiez à l'instant, l'Égypte ne veut pas des Palestiniens, la Jordanie ne veut pas des Palestiniens, en tout cas de Gaza, les Gazaouis, et les pays du Golfe non plus. Donc ils vont être forcés de rester. Les 2,3 millions de Gazaouis, peut-être quelques dizaines de milliers pourront partir avec des visas à l'extérieur, mais le reste vont rester. Et donc la garantie d'une sécurité, à la fois pour Israël et pour les Gazaouis, et pour les Palestiniens en général, c'est donc une survie économique et donc une reconstruction avec un coût de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars. Alors après, évidemment, il y a aussi, pour l'avenir d'Israël, la nécessité, à mon avis, d'une solution à 2 États, donc l'État d'Israël et un État palestinien. On n'en est pas là, certes, mais je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ce débat-là. Et alors, par rapport aux chances d'un succès à Washington, Netanyahou n'a pas tellement le choix. Il a besoin justement d'un deal. Lui aussi, il a besoin de cette main de la part de Trump qui pourrait l'aider à dire, finalement, quand je vais rentrer au pays en Israël, voilà, j'aurais pu au moins avoir un deal sur les otages, peut-être 10, peut-être 20, peut-être les 49 seront libérés. Mais en même temps, il faut voir aussi que Netanyahou, outre le fait qu'il joue donc sa survie judiciaire, a aussi une faible marge de manœuvre à la Knesset. Il y a quelques jours, l'opposition a fait une motion de censure et s'était rejetée à 61
votes, donc 61 députés sur les 120. Auparavant donc, Netanyahou avait 62 donc, députés, à la fois Likoud et parti Chasse, parti judaïsme unifié, etc. Il en a perdu un, mais on voit bien que la majorité se joue à 1 ou 2 postes, donc il peut perdre aussi évidemment une prochaine motion de censure. Donc s'il revient au pays en disant si finalement Trump, donc on a besoin de l'aide économique, de l'aide militaire des États-Unis, c'est Trump qui m'a demandé évidemment ce deal, il peut se targuer donc d'un certain succès sur le terrain. Donc c'est tout à fait envisageable qu'il y ait quand même une trêve annoncée si le Hamas bien sûr joue le jeu. Olivier Weber, justement, sur ce que vous disiez, on va aller tout de suite à Jérusalem retrouver notre correspondant sur place, Arnaud Miguet, qui va nous donner l'état d'esprit des Israéliens. Et après, on en reparle justement avec vous, notamment Michel, qui revenait d'Israël. On écoute Arnaud Miguet. Il est clair, Loïc, que les États-Unis et Israël apparaissent comme les meilleurs alliés du monde. C'est la 3e rencontre dans le bureau ovale entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump depuis que le milliardaire est de retour à la Maison-Blanche. Et le Premier ministre semble se réjouir de ces invitations répétées par l'homme le plus puissant du monde. Ceci dit, Loïc, les deux dirigeants ne sont pas toujours nécessairement d'accord. Souvenez-vous, lors de la précédente visite de Benjamin Netanyahou au 1600 Pennsylvania Avenue, Donald Trump prônait la voie diplomatique pour négocier avec l'Iran sur le nucléaire. Quelque temps plus tard, le Premier ministre israélien prenait tout le monde de court et surtout son allié, lançant ses avions bombarder Téhéran et les sites iraniens. Donald Trump a finalement suivi. Sur la Syrie, autre exemple, le président américain voudrait élargir les accords d'Abraham, mais un accord avec Damas paraît pour l'heure peu probable pour Israël, qui est toujours présente sur le plateau du Golan et n'a aucune intention de se retirer. Enfin, sur Gaza, Loïc, malgré les appels répétés de Donald Trump pour mettre un terme à la souffrance des Gazaouis, ce sont les mots du président, Israël ne semble pas pour le moment acculé par le président américain pour mettre fin à cette guerre. Tout au plus parle-t-on ce soir d'un cessez-le-feu, le 3e depuis 21 mois. Michel Thomas, vous nous disiez, vous revenez d'Israël, quel est le ressenti des Israéliens? On parle encore une fois d'un pays avec le 7 octobre qui a vécu l'équivalent de 10 000 morts en France. Si ça s'était passé en France, 1200 morts pour Israël. Que peuvent bien ressentir les Israéliens face à ce qui se joue à Washington? D'abord, je pense que les Israéliens sont obsédés par le souvenir du 7 octobre et par la question des otages. Et tant que les otages n'auront pas été libérés, on ne pourra pas tourner la page du 7 octobre. Et tant qu'on n'aura pas tourné la page du 7 octobre, on ne pourra pas parler d'un avenir avec les Palestiniens. Mais en même temps, il ne peut pas y avoir d'avenir pour Israël si on ne résout pas la question palestinienne. On peut régler les problèmes de tout le Moyen-Orient, de la Syrie, de l'Iran, du Yémen, mais si on ne résout pas la question de la cohabitation et de la coexistence avec nos voisins, c'est une question qui devient locale finalement. Bien sûr, mais justement, Patrick Marchand-Jaunier, à l'intérieur même d'Israël, on parlait de la solution à 2 États. Avec la colonisation, est-ce qu'elle est encore crédible, cette solution à 2 États? Vraiment d'un mot, le mot de la fin. Écoutez, beaucoup ne croient plus à cette solution à 2 États, mais je crois que c'est encore la solution valable sur le plan international et des Nations Unies. Il faut d'abord résoudre la question des otages, reconstruire Gaza, l'aide humanitaire et à long terme, même à moyen terme, lorsque tout cela sera réglé, de nouveau la perspective d'un État palestinien vivant de façon pacifique auprès d'Israël. Merci à tous les trois. Merci Olivier Weber. On se retrouvera certainement sur ce plateau